Bonjour chers amoureux de la vie, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo 2024 pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est la connaissance de soi. Car avant de donner vie à nos projets, il est essentiel de se comprendre soi-même et de sentir nos aspirations profondes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le monde, l'univers de l'énéagramme. Mais avant cela, je vous présente donc mon nouveau jingle. C'est parti! J'étais poussé par une intuition qui était très forte. J'essaie toujours de trouver des améliorations. Ça bouscule les convictions scientifiques. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et dans une moindre mesure de changer le monde. Alors, l'énéagramme veut dire littéralement 9 points. C'est en fait un système de classification de la personnalité qui explore 9 types de caractères fondamentaux. Chacun de ces types possède ses propres motivations, ses propres peurs et ses comportements dominants. Ils offrent ainsi une sorte de carte ou de boussole pour mieux comprendre la nature humaine. Et c'est donc un modèle de structuration de la personnalité humaine qui décrit 9 types de stratégies de survie affective. Et cela vient affecter nos comportements et nos pensées tout au long de notre vie. L'idée de l'énéagramme est de prendre conscience de nos schémas de pensée et de comportement. Donc, regarder ces différents types, voir celui qui nous parle le plus, et cela va permettre de choisir un peu mieux consciemment un chemin plus enrichissant, plus authentique. Donc, c'est une aide à la connaissance de soi. Mais l'énéagramme ne se limite pas simplement à juste une étiquette, voilà, vous êtes le type 4, vous êtes le type 6, etc. Il offre aussi donc des voies vers la connaissance personnelle, puisque dans chaque type, on peut découvrir des avantages, des propositions pour croître personnellement et mettre en lumière donc nos zones d'ombre sur lesquelles il faut travailler et nos zones de lumière, là où on peut plus s'épanouir. Donc en reconnaissant nos points faibles et en les transformant en force, nous pouvons ainsi évoluer vers une version plus équilibrée de nous-mêmes. Et dans chaque type, en fait, il est important de dire qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons types. En fait, il peut y avoir vraiment des personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont difficiles dans chaque type. Il peut y avoir des aspects positifs et négatifs dans chaque type, et donc ça permet juste de voir là où on a des facilités, vers quoi il faudrait qu'on aille pour s'améliorer, pour être le meilleur de notre type. Déjà, ne vous dites pas celui-ci est mieux qu'un autre, etc. Non, ils sont tous égaux, il est important de le préciser, et c'est simplement voilà, des types de personnalités, des motivations différentes, des caractères différents, et donc pour chacun, on peut aller vers l'aspect négatif de ce type et aller vraiment dans les difficultés, ou on peut plutôt prendre vraiment les points positifs de ce type pour notre vie de tous les jours. Bon, voilà, ceci étant dit, j'espère que ce voyage vous donnera des clés pour vous conduire à l'état d'esprit propice à concrétiser votre vision, vos projets de vie et à vous donner voilà, les clés pour y aller. Et voici donc la représentation de l'énéagramme. On voit donc le schéma qui représente un cercle avec 9 points, chacun correspondant donc à un type de personnalité. Les types sont numérotés de 1 à 9, comme vous pouvez voir. Alors, pourquoi un cercle? Parce que le cercle représente l'unité, l'égalité entre les 9 types, et comme je vous disais, il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Il symbolise également la continuité, l'interconnexion des différents traits de personnalité et de psychologie humaine. Donc, les lignes reliant les différents types sur le schéma représentent les directions de stress pour chaque type. Elles montrent comment, en situation de stress, un individu peut adopter les caractéristiques d'un autre type. À l'inverse, si nous changeons la direction, nous représentons les directions de croissance. Donc, par exemple, on va aller sur le 9. Le 9, en situation de stress, va aller vers le type 6. Et par contre, en situation positive, il va aller vers le type 3. Donc voilà comment il faut le lire tout au long de cette présentation. Un autre point autour de l'énéagramme, c'est qu'elle divise la psyché humaine en 3 centres principaux. Le centre intuitif, qui est donc en haut, le centre émotionnel en rouge et le centre mental que j'ai mis en bleu. Chacun de ces centres joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons le monde, interagissons avec les autres et prenons une décision. Le centre intuitif, par exemple, est le siège de perception intuitive et de la compréhension profonde. Les individus qui ont ce centre comme point fort sont souvent visionnaires, créatifs et dotés d'une capacité à saisir les schémas et les possibilités cachées dans leur environnement. Ils sont attirés par la philosophie et la spiritualité. Cependant, lorsque ce centre est déséquilibré, ils peuvent devenir trop détachés de la réalité, perdre contact avec le monde concret et se perdre dans des spéculations intellectuelles sans fin. Le centre émotionnel, lui, est donc le siège de l'émotion et des relations interpersonnelles. Les individus qui dominent ce centre sont empathiques, sensibles et orientés vers la relation vers les autres. Ils ressentent profondément les émotions, très 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 fort, à la fois les leurs, et cherchent même à établir des liens authentiques avec ceux qui les entourent. Donc voilà, ils ressentent aussi les émotions des autres. Lorsque ce centre est en équilibre, ils sont capables de compassion, de compréhension, mais s'ils sont en déséquilibre, ils peuvent être submergés par leurs propres émotions et partir dans des dépressions. Enfin, le centre mental est le siège de la pensée rationnelle.
et de la logique. Les individus qui prédominent dans ce centre sont très analytiques, pragmatiques, sont dans la résolution de problèmes, ils cherchent à comprendre le monde à travers la logique de la raison et sont souvent attirés par les sciences, les mathématiques, les domaines techniques. Lorsque ce centre est en harmonie, ils peuvent prendre des décisions éclairées, résoudre efficacement des problèmes. Mais par contre, s'ils sont en déséquilibre, ils peuvent devenir excessivement critiques, sceptiques ou même couper complètement de tout type d'émotions, même des leurs. Voilà un peu comment ça a été présenté. Voilà, c'est une vision un peu de loin de ces trois centres. On va rentrer un petit peu plus loin dans le vif du sujet et dans chaque type. Je voulais déjà vous présenter un petit peu de manière générale ces 9 types un peu de loin. Alors, j'aime beaucoup les 2 slides suivantes qui vont arriver parce qu'on reste toujours au niveau général, mais ça nous permet d'un peu plus sentir les raisons en fait de la naissance de ces types de personnalités. Ici, je vais vous présenter donc la vision du monde et juste après les peurs premières de chacun de ces types. Et peut-être que déjà ces affirmations peuvent vous parler et vous donner une première piste de tiens, peut-être que ce type-là pourrait m'intéresser. Donc on reste un peu dans la généralité, mais ça permet de bien comprendre que l'arrivée de ces types, c'est parce que petit à petit, l'enfant se fait une vision du monde et a des peurs par rapport à ça, et donc il va réagir en fonction et va créer un peu un type de personnalité, un type psychologique là-dessus. Donc voilà, avant de vous parler des stratégies de survie, donc voici l'affirmation inconsciente que nous avons du monde pour chaque type. Et donc le problème que nous essayons de résoudre et qui nous a poussé à aller vers le type de personnalité correspondante, cette vision du monde a influencé nos perceptions, nos attitudes et nos comportements, et on peut les retrouver ici. Je ne vais pas vous les lire, et pour le 6e, c'est donc est menaçant, le monde est menaçant, si vous n'arrivez pas à lire à cause de ma grosse tête. Mais bon, voilà, vous avez un peu une présentation de la vision du monde pour chaque type. Donc voici la 2e sac. Donc, comme je vous disais, de même, elle nous oriente vers une stratégie en fonction de notre peur première, et donc celle-ci influence donc les comportements, les réactions émotionnelles, et vont nous amener vers un type en particulier. Et donc, vous avez la présentation des différentes peurs premières que nous avons pour la 6e, donc c'est peur d'être sans soutien. Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui peut-être vous parle déjà et vous ressentez effectivement, bah oui, c'est comme ça que je vois le monde. Oui, j'ai cette peur qui est là, vraiment ancrée en moi et que je peux un peu ressentir. Bon, ça peut être une idée pour un peu mieux voir quel est votre type de personnalité, mais on va se lancer juste maintenant pour vous décrire chaque type, donc qui viennent en réaction de ces peurs et en réaction de cette vision du monde. C'est parti. Alors après cette longue introduction, mais qui me semblait quand même assez intéressante et importante pour un peu mieux comprendre ces 9 types et d'où est-ce qu'ils viennent, on y va direct et on commence par le cercle émotionnel. Donc c'est parti pour le type 2 qui est dit l'altruiste, est principalement motivé par un profond désir d'aider les autres et de répondre à leurs besoins. Il est vraiment tourné vers l'extérieur. Leur motivation est guidée par un sentiment de compassion et un besoin de se sentir nécessaire et apprécié par ceux qui les entourent. Ils trouvent leur valeur personnelle dans leur capacité à prendre soin des autres et à rendre leur vie meilleure. Voilà. Lorsqu'ils sont sous stress, vous voyez la flèche, les types 2 vont aller vers des comportements de type 8. Donc ils peuvent devenir plus autoritaires, voire même impitoyables. Ce changement, il survient souvent lorsque le type 2 sent que son aide n'est pas appréciée ou lorsqu'il est ignoré. Il peut devenir rancunier, exigeant et montrer un besoin de contrôle accru, s'éloignant de sa nature plutôt douce et attentionnée de base. En situation de sécurité, par contre, le 2 va partir vers un comportement de type 4. Ils deviennent alors plus introspectifs, sensibles, émotifs, et ils sont alors inclins à parler d'eux, de leur vulnérabilité et leurs besoins personnels. Donc cette introspection leur permet de reconnaître et d'accepter leurs propres émotions et de chercher un équilibre entre donner et recevoir. Donc voilà pour le type 2 en stress ou en sécurité. Donc comme je disais, il recherche l'approbation, il évite ses propres besoins, mais lorsqu'il est en sécurité, il peut commencer à parler de ses besoins, etc. Les petites flèches qu'on voit à côté du 2, donc qui va vers le 1 et le 3, ce sont en fait les ailes. Parce que chaque type, j'en ai pas parlé à l'introduction, peut être influencé par ses ailes de côté et peut être un peu plus tourné vers le type à droite, donc là le type 2 il peut être un petit peu plus influencé par le 1 ou alors un petit peu plus influencé par le 3. On va partir sur le type 2. Si vous êtes de type 2, aile en 1, alors cette aile, le type 1, vous apporte un peu plus de rigueur et une certaine moralité. Il est un peu plus organisé, critique et guidé par un fort sens de l'éthique dans ses actions altruistes. Et lorsqu'on est en type 2, aile en 3, on ajoute donc à ce type 2 une ambition et un désir de succès. Ils peuvent être un peu plus charismatiques, sociaux, préoccupés par leur image et leur reconnaissance sociale. Voilà. En même temps, ça donne une petite présentation très rapide du 1 et du 3. En fait, voilà, on est un peu plus
tourner vers l'un ou l'autre. C'est possible lorsqu'on est du type, on peut être influencé par les deux L. Voilà pour les contours du type 2. Et maintenant, pour aller un peu plus dans le type 2, donc des traits positifs qui sont donc la générosité, l'empathie, l'engagement. Ils sont prêts à se mettre au service des autres, à se mettre à la place des autres et à vraiment s'engager pour le bien-être des autres. Des personnes très ouvertes, très, très proches et qui veulent aider. Les défis à relever pour eux sont donc de pouvoir mettre vraiment des limites, de savoir dire non, d'établir des limites claires pour eux, d'arrêter de chercher ce besoin de validation. En fait, souvent, ils vont chercher ça parce que peut-être qu'ils craignent d'être indignes d'amour ou de ne pas être aimés pour ce qu'ils sont et plus pour ce qu'ils font pour les autres. Ils peuvent même se mettre en sacrifice personnel, comme on peut dire. Donc, ils peuvent parfois sacrifier leurs propres besoins, leur bien-être émotionnel. Donc, voilà, c'est un point auquel ils doivent être vigilants. Et donc, la croissance personnelle pour tout ça, c'est de cultiver leur amour propre, de savoir établir des limites de manière saine entre les autres, les besoins des autres et leurs besoins. Et puis donc trouver cet équilibre entre le soutien aux autres, l'attention à leurs propres besoins, comme je disais. Bon, voilà, c'est vraiment la croissance personnelle pour les types 2. Donc les types 2, en conclusion, ils apportent une grande compassion, une sensibilité émotionnelle et un désir profond d'aider les autres. Et malgré les défis du besoin de validation et de l'établissement de limites, leur générosité et leur dévouement en font des amis vraiment précieux, de super soutien pour ceux qui les entourent. Ils doivent donc cependant apprendre à équilibrer tout cela. Voilà pour le type 2. Peut-être que vous en connaissez autour de vous, peut-être que vous l'êtes vous aussi. J'espère que ça vous permet d'éclaircir un petit peu mieux les défis à relever, vos propres traits positifs, sur quoi travailler. Donc c'est parti pour voir ensuite le type 3 qui fait aussi partie du centre émotionnel. Le type 3 et donc sont appelés les battants. Ils sont en avant, tout motivés par une soif intense de succès et de reconnaissance. Leur désir principal est de se démarquer et d'exceller dans tous les domaines de leur vie. Ils cherchent constamment à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs, car cela leur permet de se sentir valeureux, non seulement aux yeux des autres, mais à leurs propres yeux également. Leur ambition est inébranlable et ils n'hésitent pas à prendre des mesures drastiques pour réussir et impressionner leur entourage. Leur motivation centrale repose sur l'image qu'ils projettent, être perçus comme des individus accomplis, compétents, admirés. Voilà un peu pour le type 3. Lorsqu'ils sont en stress, ils vont partir un peu plus pour le type 9, qui est donc le médiateur. Donc, ils ont tendance à devenir plus passifs, à éviter les confrontations, à être un peu plus dans une énergie basse. Ils laissent place à un sentiment de désillusion et de renoncement. Cette attitude de retrait est une réaction à la peur de l'échec et à l'incapacité de remplir leurs objectifs élevés. Ils peuvent perdre temporairement leur motivation à travailler dur et devenir beaucoup moins proactifs, voire très passifs ou paresseux. Voilà, ils stagnent pour éviter de confronter leur anxiété, etc. Ça, c'est lorsqu'ils sont sous stress. Lorsqu'ils sont en sécurité, ils vont partir un peu plus vers le type 6, le loyaliste. Lorsqu'ils se sentent appréciés, reconnus pour leur effort, ils deviennent plus persévérants et ouverts envers les autres. La validation qu'ils reçoivent leur permet de relâcher leurs besoins constants, de se retrouver, de se sentir plus à l'aise dans leurs relations. Ils deviennent alors plus fiables, coopératifs et attentifs aux besoins des autres. Ils cultivent des relations de confiance et d'entraide et cette sécurité les aide à se détendre et à être plus authentiques dans leur interaction. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, pour le type 2, donc on a les ailes. Le 3, une aile en 2 et une aile en 4. Donc le 3, elle en 2, adoptera des comportements plus flatteurs et charmants. Ils utiliseront leur désir d'être estimés pour aider les autres, encourager les autres. Ils adoptent un rôle donc plus supportif et empathique. Cependant, cette inclinaison peut parfois manquer de sincérité car le 3 pourrait flatter et séduire principalement pour gagner l'admiration des autres. Un 3 avec une aile en 4, lui mettra en avant sa créativité et son originalité dans la poursuite de ses projets. Ce type 3 est souvent polyvalent et s'adapte rapidement, utilisant sa vision unique pour réaliser ses rêves. Ils peuvent être perçus comme des caméléons, ils touchent un peu à tout, ils sont bons un petit peu à tout grâce à leur capacité à s'intégrer et à innover dans divers environnements. Donc voilà pour les deux ailes du type 3. Pour aller un petit peu plus en profondeur dans le type 3, donc ils sont ambitieux, on avait dit, énergiques, orientés vers l'action, ils ont toujours en quête l'excellence dans leur entreprise, ils ont une grande confiance en eux qui est solide, ils sont conscients de leur image, de leur réputation, ils projettent une aura de succès et de confiance en soi et ils ont une certaine détermination. Ils sont extrêmement déterminés à atteindre les objectifs. Ils ne nagent pas leur effort pour y parvenir. Ils font preuve de persévérance remarquable. Donc ça, ce sont les traits positifs des types 3. Par contre, leur défi à relever, c'est que
ils sacrifient un peu leur authenticité pour cette fameuse image. Ils ont tendance à le sacrifier pour obtenir le succès extérieur, ce qui peut compromettre leur intégrité et leur bien-être émotionnel. Ils ont une quête d'admiration, ils peuvent donc parfois négliger leurs relations personnelles et leur bien-être émotionnel. Donc voilà, ça peut laisser un vide malgré le succès qu'ils ont tout autour et ils font pas très attention à leur bien-être intérieur. Et ils ont aussi, parfois, ils sont plus tendance à avoir la pression de la performance, donc avoir des burn-out, etc. Ils veulent performer, ils sont poussés et ils peuvent avoir des stress élevés et une auto-exigence un peu démesurée. Ils peuvent donc affecter leur santé mentale, émotionnelle, etc. Et donc, ils ont plus tendance à pouvoir faire des burn-out. Enfin, leur croissance personnelle, donc, on devine, c'est de valoriser leur personne et pas forcément leur succès, ce qu'ils font. Ils sont intrinsèquement indépendants de leur réalisation extérieure. Il est crucial qu'ils se rendent compte qu'il y a un épanouissement personnel qui n'est pas forcément lié à leur succès. Et il faut aussi qu'ils aient une meilleure connexion émotionnelle, enfin en tout cas qui peut-être pas meilleure parce que peut-être que vous l'avez déjà, mais que vous travaillez continuellement sur cette connexion émotionnelle, que vous cultivez donc les relations authentiques, que ce soit envers vous ou envers les autres. Ça peut vraiment vous aider à relever les défis dont on a parlé un petit peu plus tôt et donc à avoir vraiment un équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Trouver cet équilibre qui peut maintenir votre santé mentale, etc. En conclusion, le type 3 donc apporte vraiment une grande ambition, une énergie contagieuse, un désir profond de réussite qui booste les autres, malgré les défis de la recherche de cette reconnaissance externe et du sacrifice parfois de l'authenticité. Leur détermination et leur charisme les rendent donc des leaders efficaces, des modèles inspirants pour ceux qui les entourent. Voilà, faites attention donc juste à votre bien-être personnel dans tout ça. Parfait. On passe ensuite au type 4 qui s'appelle le romantique. On les appelle aussi les individualistes. J'aime pas trop ce nom-là, mais donc voilà, je préfère vous donner le nom romantique. Et ils sont profondément motivés par le désir de se comprendre eux-mêmes, de comprendre leurs émotions. Ils cherchent à exprimer leur individualité, à se démarquer des autres. Leur besoin de se sentir unique et authentique les pousse souvent vers des activités qui peuvent être artistiques, créatives. Ils accordent une grande importance à la profondeur émotionnelle et à l'authenticité, non seulement dans leur propre vie, mais aussi avec les autres. Lorsqu'ils sont en stress, ils peuvent aller vers les traits négatifs du type 2. Ils deviennent alors excessivement dépendants affectifs, dépendants des autres pour obtenir de l'attention, de l'affection. Ils tendent à se rapprocher en accordant des faveurs ou en manipulant subtilement les relations pour créer des dépendances aussi, que ce soit eux ils peuvent devenir eux dépendants ou essayer de créer des dépendances vis-à-vis d'eux. Donc leur comportement peut devenir possessif, exigeant et ils ressentent une forte angoisse à l'idée d'être abandonnés ou incompris. Cette pression interne peut les amener à insister sur leur contribution dans les relations, souvent de manière exagérée. Lorsqu'ils sont en sécurité, par contre, les types 4 adoptent des traits positifs du type 1. Donc, ils deviennent plus disciplinés, organisés, objectifs. Leur sens de la créativité et de l'individualité se combine avec un sens accru de la justice, de l'amélioration personnelle. Ils se concentrent sur des objectifs plus élevés, des projets qui dépassent leur propre personne, qui contribuent de manière significative à des causes sociales ou environnementales. Ils deviennent plus fonctionnels et moins pris dans leurs émotions négatives. Ils trouvent un équilibre sain entre leur monde intérieur qui est très riche, beaucoup dans l'émotion, et les exigences du monde extérieur. Et ils arrivent à trouver leur place. Voilà. Lorsqu'on est du type 4, donc on a une L3, qui est donc un type 4 en L3, sera plus extraverti, orienté vers les réalisations. Ils utilisent leur créativité et leur sensibilité émotionnelle pour se distinguer et atteindre des succès visibles. Ils sont plus pragmatiques et axés sur les résultats, cherchant à impressionner les autres tout en maintenant leur originalité personnelle. Ceux qui sont ensuite de type 4 avec une L en 5, eux, ils sont plus introspectifs, analytiques, ils cherchent à comprendre profondément leurs émotions et les complexités du monde autour d'eux. Ils sont plus enclins à se retirer dans leur propre monde intellectuel et émotionnel. Ils valorisent la connaissance et la profondeur de pensée. Voilà. Et ils sont assez intéressants parce que du coup, ils font partie du cercle émotionnel, puisqu'ils sont du 4, avec une petite partie vers le cercle intellectuel. Donc ça peut être aussi, c'est souvent des personnes qui effectivement sont un peu entre mental et émotion, un peu entre les deux, et comme je disais, un petit peu plus introverti que le 4L en 3. Voilà un peu pour donc le type 4 en général. Et pour aller un petit peu plus loin, donc on a le type 4 qui a des traits positifs, donc je disais qui est très créatif, qui a une sens de l'identité, la recherche de sens. Donc voilà, il veut exprimer son essence unique, sa propre identité, se distinguer par son originalité, et il a donc une quête intense de sens et de profondeur dans leur vie. Ils explorent des questions existentielles avec passion. Voilà pour les traits positifs du type 4.
Les défis qu'ils ont à relever, c'est qu'ils ont une estime de soi qui peut être un peu fragile. Ils ont tendance à baser leur estime de soi sur leur singularité, leur souffrance. Ils peuvent conduire un petit peu à l'isolement. Ils sont beaucoup axés, c'est vrai, peut-être vers le passé, un peu mélancolique qu'ils ont vécu. Donc ils peuvent avoir une estime de soi un peu compliquée. Ils ont une tendance à idéaliser tout, le monde, les autres, etc. Le passé, à nourrir des sentiments, comme je disais, de mélancolie. Ils cherchent à trouver un sens dans leur expérience de la vie, dans leur existence. Et le défi à relever, c'est qu'ils ont besoin d'équilibre. Ils ont besoin de trouver un équilibre entre leur désir de se sentir unique et leur besoin de connexion avec les autres. Ça peut être parfois difficile lorsqu'on veut montrer notre singularité au maximum et en même temps faire partie d'un groupe. Donc voilà un peu les complexités qu'ont les 4. Donc leur croissance personnelle, c'est de cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude sur ce qui se passe là tout de suite. Comme je disais, ils sont un petit peu axés vers le passé, donc voir ce qu'ils ont actuellement dans leur vie, au lieu de se concentrer sur ce qui leur manque, qu'ils voient qu'ils aient cette gratitude sur « Ah, c'est génial ce que j'ai ». Voilà, et qu'ils acceptent donc soit qu'ils acceptent le monde comme il est, développer donc une plus grande acceptation de tout ça et permettre aussi la vulnérabilité de leur propre être. Et aussi, on leur préconise donc de valoriser la connexion, de reconnaître la valeur des autres, cultiver un sentiment de connexion authentique avec le monde qui les entoure parce que vraiment, ça leur fait du bien. Et que parfois, dans cette envie, cette recherche d'authenticité, d'originalité, ils peuvent un peu se couper des autres, se mettre un peu à part. Or, ça leur fait du bien d'être en connexion puisqu'ils sont beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans cette connexion. Ils cherchent cette connexion en même temps de chercher cette originalité intérieure. Bon voilà, les types 4, ils apportent une profondeur émotionnelle assez incroyable, une créativité florissante. C'est vrai que c'est un peu eux qui sont les plus créatifs, qui vont puiser dans toutes ces émotions qu'ils vivent au quotidien, cette passion, ces montagnes russes parfois quand c'est pas très bien géré. Donc malgré les défis de l'estime de soi fragile, l'idéalisation, comme je disais, leur quête de sens les rendent des âmes profondément inspirantes pour ceux qui les entourent. Donc voilà, ils peuvent vraiment inspirer le monde de leur originalité, du coup, de cette envie d'être passionné et de montrer le monde de manière assez incroyable. Les 4 peuvent être au top. Passons maintenant au cercle mental avec les types 5, 6, 7. C'est parti. Alors, les types 5 sont aussi appelés les observateurs. Ils sont avant tout motivés par un désir intense de comprendre le monde. Ils recherchent à acquérir des connaissances et à développer des compétences intellectuelles pour se sentir en sécurité. Leur peur principale est le vide intérieur et l'intrusion, ce qui les pousse à accumuler des informations, à protéger leur espace personnel. Ils craignent de ne pas avoir suffisamment de ressources internes et externes pour faire face aux exigences de la vie. Ce sont des personnes qui sont assez cultivées la plupart du temps, qui sont vraiment dans la recherche de la connaissance, des compétences qu'apporte ce monde. En période de stress, les observateurs, donc les types 5, se sentent menacés et leur anxiété monte en flèche. Cela les conduit à adopter des comportements dispersés et hyperactifs qui ressemblent un peu au type 7. Ils deviennent impulsifs, expéditifs, ils peuvent sauter d'un projet à l'autre sans véritable direction. Leur concentration se détériore et ils peuvent paraître nerveux, agités, essayant frénétiquement de trouver une solution pour calmer leur angoisse intérieure. Voilà, alors que d'habitude, les types 5 sont plutôt calmes. Lorsqu'ils sont en stress, ils peuvent être tout l'inverse. En sécurité, donc les types 5 gagnent en confiance, adoptent des comportements associés plutôt du type 8. Donc dans cet état, ils deviennent plus affirmés, ils prennent des initiatives, ils montrent un petit peu plus leur leadership. Ils utilisent leur savoir pour le bien commun, ils deviennent plus sociables, ouverts aux autres. Cette phase de sécurité leur permet de se détacher de leur peur, de l'intrusion que partage donc le type 5, et ils sont au contraire ouverts à partager leurs connaissances de manière constructive. Donc lorsqu'on est un type 5 L en 4, alors on est un peu plus introspectif et créatif, combinent leur amour de la connaissance avec une sensibilité artistique et émotionnelle, ce qui peut les rendre plus enclins à l'auto-expression et à la recherche de signification profonde dans leur expérience intellectuelle. Donc ensuite, nous avons les 5 L en 6 qui sont plus orientés vers la sécurité et la préparation. Ils peuvent être plus prudents, méthodiques dans leur approche. Ils cherchent à anticiper les problèmes et à créer des systèmes de soutien fiables. Leur souci de la sécurité peut les rendre plus sociables et collaboratifs. Et voilà donc pour les type 5 L en 6. Alors, les types 5 ont des traits positifs, ils ont une capacité à voir les schémas et les systèmes complexes, donc ils ont un vrai esprit analytique. Ils ont une soif de connaissances, de contributions précieuses à la société, et ils sont des penseurs assez originaux, novateurs, parce qu'ils apportent des idées nouvelles, des perspectives uniques, de par toutes les connaissances qu'ils ont cumulées. Les défis qu'ils ont à relever, c'est tout d'abord émotionnel, parce qu'ils ont des difficultés à exprimer leurs émotions, à établir des liens interpersonnels. Ils sont beaucoup dans les livres, dans leurs bouquins. Ils ont un certain détachement, une tendance à devenir distants,
par rapport aux autres. Ils préfèrent la solitude à la socialisation, un peu qui peut être vue superficielle parfois. Et ils ont une certaine réticence à collaborer. Ils sont plutôt des chevaliers seuls qui aiment travailler pas mal en solo. Et ils risquent à manquer des opportunités et de croissance personnelle en restant un peu seuls. Donc, ce que l'énéagramme propose, c'est plutôt d'être en ouverture aux autres, de cultiver la connexion avec les autres, partager les connaissances, d'avoir un équilibre entre la réflexion, où ils sont plutôt bons et à l'aise là-dedans, et l'interaction. Donc voilà, trouver un équilibre parmi ces deux pôles. Et aussi travailler sur leur expression émotionnelle pour une plus grande satisfaction dans les relations interpersonnelles avec les autres. Donc le type 5, en conclusion, il apporte une profondeur intellectuelle, une curiosité vraiment insatiable et un désir ardent de comprendre le monde. Et malgré les défis de l'isolement, de la réticence à la collaboration, leur esprit analytique, leur originalité de penser les distingue en tant que penseurs vraiment novateurs, de contributeurs vraiment inestimables auprès de la société. Et on arrive donc sur le type 6, qui est également connu sous le nom de loyaliste. Il est principalement motivé par un besoin de sécurité. Le loyaliste est très proche de sa famille, de ses amis, de son clan, justement pour avoir un peu plus de sécurité dans sa vie et son environnement. Il cherche donc à établir des relations sûres, fiables, basées sur la loyauté et la prévisibilité. Leur plus grande peur est donc l'imprévisibilité et l'absence de soutien, ce qui les pousse à rechercher donc constamment des signes de sécurité un peu partout. Donc je vous ai dit, au niveau du clan, au niveau financier, au niveau de son travail, au niveau de sa maison, etc. Il y a un petit côté chercher la sécurité. Lorsqu'il est en stress, donc le 6 va aller vers le type 3 et il entre en action. Du passif anxieux, en fait, va naître d'un coup quelqu'un qui va se bouger, se mettre à agir et travailler et s'adonner à des activités diverses. Bref, il cherche à s'occuper au maximum. Lorsqu'il est en sécurité, il va aller vers le type 9 et donc le loyaliste devient plus confiant, détendu. Il adopte des comportements du médiateur, plus autour de l'harmonie, autour de l'harmonie intérieure, de l'harmonie dans les relations. Ils sont prêts à faire preuve d'ouverture et de collaboration. Ils offrent leur soutien et de manière altruiste et chaleureuse. Donc ensuite, nous avons le type 6, elles en 5, donc qui sont plus réservés, analytiques. Ils combinent leurs besoins de sécurité avec une quête de connaissances approfondies, ce qui peut les rendre plus distants, mais aussi plus autonomes dans leur recherche de solutions. Enfin, nous avons le type 6, L en 7, et lui est plus enclin à chercher la sécurité à travers l'excitation et la nouveauté. Voilà, comme le type 16, ils cherchent à être spontanés, optimistes, des distractions pour échapper à leurs préoccupations constantes. Voilà un peu pour le type 6, L en 7 et L en 5. On va aller un peu plus en profondeur maintenant. Les types 6 sont connus pour être loyaux et fiables. Ils travaillent dur pour établir la sécurité et la stabilité dans leurs relations et dans leur environnement. Ils sont conscients des risques parce qu'ils sont dotés d'un sens aigu des dangers potentiels. Ils sont vigilants, prévoyants, d'excellents planificateurs. Effectivement, on dit souvent que les 6, en fait, ils savent vraiment réfléchir à toutes les possibilités pour voir les problèmes arriver et donc prévenir de tout ça. C'est vraiment la spécialité des 6 là-dessus. Enfin, ils cherchent des liens solides, comme je disais, donc autour de la famille, des amis. Ils apprécient le soutien mutuel et sont prêts à investir du temps et de l'énergie pour maintenir ces relations au beau fixe. Les défis à relever pour le 6, c'est surtout au niveau de son anxiété. Donc j'ai dit, ils ont assez peur, prévenant sur tout ce qui pourrait arriver. Donc oui, ils peuvent avoir parfois une anxiété assez forte. Ils peuvent entraîner une méfiance, une difficulté à faire confiance aux autres. Ils peuvent être dépendants des conseils externes. Ils ont parfois besoin de conseils externes pour se rassurer, ce qui peut les rendre un peu dépendants de l'avis des autres, de conseils des autres, de la validation extérieure. Enfin, ils ont une crainte de perte de contrôle. La peur de perte de contrôle peut les rendre mal à l'aise dans l'incertitude et les empêcher de se détendre. Donc, on préconise pour les types 6 de faire vraiment confiance en soi, de s'envoyer beaucoup d'amour, de se dire qu'ils sont capables de faire face à tous les défis, qu'ils n'aient plus peur du coup de ce côté-là, parce qu'ils se disent « je suis armé pour la suite ». On les invite à apprendre à faire confiance à leur propre jugement et à écouter leur intuition tout au long. Et enfin, la sécurité intérieure, donc développer une sécurité qui permet de faire face aux défis avec plus d'assurance et de résilience, qui développe cette petite sécurité interne. C'est un peu proche de la confiance en soi aussi. Donc le type 6 apporte fiabilité et loyauté malgré leurs craintes et leur méfiance. Leur capacité à anticiper les problèmes et à créer la stabilité les rend précieux dans de nombreuses situations. On adore les 6, ils sont vraiment, on peut compter sur eux aussi.
Les types 7, qui sont aussi appelés les épicuriens. Ils sont constamment en recherche de nouvelles expériences, de stimuli excitants. Ils sont des petites boules pleines d'énergie. Ils veulent savourer pleinement la vie et éviter les contraintes et les responsabilités qui pourraient les entraver. Leur principale motivation est de rester enthousiastes, passionnés. Ils cherchent à échapper à toute forme de souffrance ou de tristesse. Vraiment, les 7 sont des optimistes invétérés. Ils voient toujours le bon côté des choses et ils recherchent activement le plaisir et le divertissement au maximum. Lorsqu'ils sont en stress, les épicuriens peuvent devenir impulsifs et irresponsables, cherchant constamment de nouvelles distractions pour échapper à leurs sentiments de frustration ou de peur. Leur capacité de concentration diminue et ils peuvent avoir du mal à terminer ce qu'ils ont commencé. Parfois, leur insouciance peut les amener à éviter de faire face à leurs problèmes, ce qui ne fait qu'aggraver leur anxiété au long terme. Lorsqu'ils sont en sécurité, les épicuriens, ils ressentent pleinement leur joie de vivre et leur créativité. Ils deviennent plus ouverts aux autres, ils partagent généreusement leur enthousiasme et leur énergie positive. Dans cet état, ils peuvent canaliser leur optimisme vers des projets concrets. Et donc, ils vont un petit peu plus vers le type 5, où ils peuvent développer du leadership, inspirer les autres par leur attitude joviale et leur capacité à embrasser la vie avec audace. Au niveau de leurs ailes, nous avons un 7, donc aile en 6. Ils sont plus préoccupés par la sécurité et veulent rechercher des relations stables et fiables. Ils peuvent également être plus conscients des risques potentiels dans leur quête de nouvelles expériences, ce qui les rend plus prudents dans leur action. Ça vient un peu compenser le 7 de base. Ça vient vraiment amener un petit peu plus de sécurité, de lien avec les autres. Ensuite, nous avons le 7 L en 8, et donc là c'est un peu plus le leader, l'assertif. Il est désireux de prendre le contrôle de l'environnement, ils sont attirés par le pouvoir et peuvent adopter un comportement un petit peu plus dominant dans leur interaction avec les autres. Cette combinaison de spontanéité et de force peut les rendre particulièrement charismatiques, persuasifs aussi. Voilà pour le type 7, on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc, comme je disais, donc le type 7, il est plutôt optimiste, ils ont une capacité remarquable à voir le côté lumineux de la vie, même dans les situations les plus sombres. Ils ont une grande créativité, ils sont très enthousiastes, c'est contagieux, ils peuvent être une source d'inspiration pour les autres, ils ont aussi un grand désir de liberté. Donc ils apprécient la variété, la diversité. Au niveau des défis qu'ils ont à relever, c'est en fait ils ont tendance à vouloir éviter les responsabilités ou les situations difficiles. Ils n'aiment pas trop faire face aux émotions négatives non plus. Donc voilà, ils ont un petit côté je vais éviter tout ce qui est pas top, négatif d'après. Et ils recherchent donc un peu trop le plaisir. Ils peuvent parfois fuir les confrontations ou les conflits en recherchant constamment de nouvelles sources de stimuli. Enfin, il peut y avoir donc des tensions par rapport à ces deux points-là au niveau interpersonnel parce que ils sentent que la personne se dérobe face à leurs responsabilités. Donc la croissance personnelle que nous proposons pour les 7, c'est de gérer les émotions difficiles. D'apprendre à faire face à ces émotions au maximum, comme ça, ils ne vont plus les éviter, les écarter, de vraiment y aller et de savoir les gérer. La connexion avec leurs sentiments profonds, parce qu'ils ont un petit côté tout se passe bien, etc. Ils vont pas chercher vraiment en profondeur, ok, qu'est-ce qui ne va pas, comprendre leurs sentiments, ça va leur apporter une plus grande satisfaction vers la suite. Et enfin, on leur propose d'avoir une plus grande conscience de soi, cultiver des relations authentiques et trouver leur sens dans la vie. D'avoir une conscience de soi et d'avoir des buts précis, ça peut vraiment amener un plus grand sens dans leur vie, une plus belle direction vers la suite. En conclusion, les types 7, ils apportent vraiment la joie de vivre. Une curiosité insatiable, un désir ardent de liberté, et malgré les défis liés à leur évitement de responsabilité ou à leur recherche excessive de plaisir, ils ont un optimisme contagieux et une grande ouverture d'esprit qui rendent des compagnons de vie vraiment stimulants, des chercheurs infatigables de bonheur pour ceux qui les entourent tout autour. Donc si vous avez des amis 7, ça fait toujours du bien d'avoir ce petit côté très optimiste, joie de vivre à côté de soi. Voilà. Et puis si vous l'êtes, n'hésitez pas donc à regarder un peu les défis à relever, les points de croissance personnelle. Mais normalement, vous êtes des bouts en train qui adorez la vie. Et ça n'empêche pas qu'on peut très bien être introverti et de type 7 ou extraverti et de type 5 par exemple. Le type 5, on dit souvent qu'il est plutôt autour de sa bulle, etc. On peut être extraverti et de type 5 aussi. On peut être introverti de type 7. C'est pas du tout incompatible. Voilà pour les types 7. Donc, nous terminons donc ce tour avec le cercle intuitif. C'est le type 8, 9 et 1. Les types 8 sont donc appelés les leaders ou les protecteurs. Ils sont avant tout motivés par un désir ardent de contrôle et de puissance. Ils ne veulent pas se sentir vulnérables à aucun moment et détestent toute forme de faiblesse. Ils ont un petit côté
Je suis fort, mais je suis fort pour moi, mais je suis fort aussi pour aider les autres. Leur principale crainte est la vulnérabilité émotionnelle, la perte de contrôle, ce qui les pousse à affirmer leur présence et prendre les devants pour protéger ceux qui leur sont chers. Ils ont une confiance innée en leur instinct, ils sont prêts à tout pour défendre leurs convictions et ceux des autres, et ceux qui leur sont chers aussi. Donc ils ont un petit côté « j'ai toujours raison », ça peut être un peu ce côté-là aussi. En tout cas, je ne montre pas ma vulnérabilité, je ne montre pas ma faiblesse. Je suis quelqu'un qui ne faiblit pas. En période de stress, les protecteurs peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. Donc, ils vont aller vers le 5 et se montrer, dans ce cas-là, leur vulnérabilité émotionnelle. Ils adoptent alors des comportements similaires à ceux du type 5, qui se retirent pour observer la situation de loin afin de reprendre le contrôle. Une fois qu'ils ont évalué la situation, ils reprennent leur position de force, retrouvant leur confiance en eux et leur détermination qui surmonte donc tous les obstacles. Mais ils peuvent avoir ce petit moment de repli, de réflexion, avant de revenir en force. Ça, c'est lorsqu'ils sont en stress. Lorsqu'ils sont en sécurité, ils vont aller vers le type 2. Et donc là, ils vont être beaucoup plus doux. Ils vont exprimer pleinement leurs sentiments, leur générosité. Ils tendent alors à adopter des comportements vraiment du 2. Ils cherchent à protéger, à prendre soin. Dans cet état, leur force et leur autorité sont mises au service du bien-être des autres, du bien commun des autres. Ils peuvent devenir de véritables piliers, des soutiens pour leur entourage. Voilà pour le type 8 en sécurité. Enfin, nous avons donc les 2 L, le type 8, L en 7, qui sont plus aventureux, spontanés. Ils allient leur désir de contrôle avec une recherche constante d'excitation et de plaisir, ce qui peut les rendre plus ouverts aux nouvelles expériences, aux défis. Ensuite, nous avons le type 8, L en 9, qui eux sont plus calmes, paisibles. Ils cherchent à maintenir l'harmonie, la stabilité dans leurs relations, tout en conservant leur détermination et leur force. Leur approche est plus conciliante, cherchant à résoudre les conflits de manière passive. Voilà pour le type 8 et ses ailes. On passe tout de suite un peu plus en profondeur sur les traits positifs, les défis à relever et la croissance personnelle du 8. Donc le type 8 a des traits positifs qui sont la protection des plus faibles. C'est vraiment un point au top pour eux. Comme ils ont cette force-là, ils peuvent vraiment prendre soin de ceux qui sont un petit peu plus faibles, démunis, moins combatifs. Et donc eux, ce sont les défenseurs des opprimés. Ils luttent activement pour la justice, l'équité, etc. Ils ont une communication directe. C'est pas eux qui vont tourner un peu autour du pot. Ils sont francs, directs. Ça leur permet de surmonter des obstacles avec résilience tout le long. Ils ont aussi un leadership naturel parce qu'ils ont du courage. Ils ont une détermination remarquable. Ils exercent un charisme naturel et sont donc souvent des leaders nés. Les défis qu'ils ont à relever, plusieurs, donc il y a la perception autoritaire. En fait, leur forte personnalité peut être parfois perçue comme de l'autorité, de la domination. Ça peut créer des tensions dans les relations. Ils ont une petite tendance au conflit. Ils arrivent facilement à aller au front et à dire leurs opinions. Ils confrontent. Et donc, ça peut parfois les isoler des autres. Et enfin, ils ont une difficulté à exprimer leur vulnérabilité. Donc, ils ont souvent du mal à exprimer la faiblesse, etc. C'est quelque chose de très ancré en eux. Ils veulent pas être faibles. Alors, pas avec leurs amis et leurs proches, mais dans la vie de tous les jours, il faut être fort. C'est un petit peu leur vision du monde, il faut être prêt. La croissance personnelle, pour eux, c'est de développer de l'empathie, déjà. Vraiment apprendre à être compatissant, empathique, ça va les amener un petit peu plus vers le type 2, à se tourner plus vers le bien-être des autres, à être moins en force, accepter leur vulnérabilité, leurs faiblesses, parfois qu'ils ont tort, et enfin, cultiver les relations basées sur le respect avec leurs proches, avec les autres, ça peut les aider à se sentir plus connectés, ne pas hésiter à développer leur sensibilité. En conclusion, donc, le type 8 apporte une grande force, une confiance en soi inébranlable et un désir ardent de justice. Malgré les défis liés aux tendances autoritaires, ils ont un leadership naturel et ils ont une détermination qui les rend forts, puissants pour des changements et pour la protection des droits des autres. Donc on a vraiment besoin de leaders dans nos vies. Merci d'en faire partie si vous vous reconnaissez aussi dedans. On passe maintenant sur le type 9, les médiateurs, qui ont un désir de paix. Donc ces individus cherchent l'harmonie, ils cherchent à éviter les conflits et à maintenir un environnement calme et équilibré. Leur plus grande peur est celle du conflit et de la disharmonie avec leurs proches, avec leurs amis, avec le monde qui les entoure. Ça les pousse à sacrifier en fait leurs propres besoins pour maintenir une certaine forme de paix avec les autres. Ils cherchent à fusionner avec leur environnement et à éviter, donc comme je disais, toute confrontation, conflit qui pourrait perturber la tranquillité d'esprit de tout le monde. Lorsqu'ils sont en période de stress, ils vont partir un peu plus vers le type 6. Ils deviennent donc anxieux, préoccupés par toutes les choses qui pourraient mal tourner. Ils peuvent être submergés par cette peur, par leurs propres pensées, et leur désir de maintenir la paix peut se transformer donc en passivité et en indécision. Ils les laissent incapables de prendre des décisions claires, parce qu'ils sont tétanisés, on va dire, de peur. Lorsqu'ils sont en sécurité, donc ils partent vers le type 3,
Et donc là, c'est un peu plus en action. Dans cet état, ils deviennent plus confiants, déterminés, ils mettent en valeur leur talent et leurs capacités. Ils sont capables de prendre des décisions avec assurance, de travailler efficacement pour atteindre des objectifs. Et leur désir de paix se transforme en un désir de réussite et de réalisation personnelle, tout en maintenant des relations harmonieuses avec les autres. Voilà, parce que le 9 peut être vu, on dit souvent, il peut être paresseux potentiellement. Donc le 3 va vraiment les booster lorsqu'ils sont en sécurité. Ça va les booster, ils vont être prêts à faire beaucoup de choses dans leur vie lorsqu'ils sont bien. Ensuite, nous avons donc le type 9, elles en 8, sont plus assertifs, ils ont tendance à affirmer vraiment leurs propres besoins, ils sont moins enclins à éviter les conflits, ils sont prêts à potentiellement de temps en temps aller au conflit, ils sont prêts à se battre pour ce qu'ils croient, en quoi ils croient, et leur désir de paix est toujours quand même présent, mais ils sont plus capables à défendre leurs convictions que les 9, elles en 1, donc eux qui sont un peu plus consciencieux, ont un sens plus fort du devoir et de la justice. Ils peuvent être perfectionnistes et avoir des attentes élevées pour eux-mêmes et même les autres. Leur désir de paix se manifeste par le désir d'un monde meilleur et où les choses sont justes et équilibrées et toujours avec ce côté harmonie. Donc les traits positifs du médiateur. En fait, ils ont une capacité à trouver des compromis qui est assez fort. Ils n'ont pas ce nom pour rien. Ils trouvent des solutions satisfaisantes pour tout ce qui les rend précieux en situation de conflit. Ils sont aussi empathiques, ils ont vraiment une capacité à apaiser les tensions et à maintenir le calme dans des situations tendues. Donc le défi qu'ils ont à relever, c'est que parfois ils peuvent être perçus comme indécis. Effectivement, leur désir d'éviter les conflits peut parfois les faire paraître indécis, voire passifs. Ils ont une difficulté à exprimer leurs propres opinions et à prendre des décisions difficiles. Ils évitent les confrontations, souhaitent l'harmonie, la paix, et donc ça les pousse à refouler peut-être leurs propres besoins, leurs propres désirs pour éviter le conflit. Donc la croissance personnelle pour le type 9, ce serait d'apprendre à exprimer leurs besoins et désirs de manière assertive, simple mais franche quand même. C'est essentiel pour eux de pas forcément toujours vouloir éviter le conflit, mais de vraiment s'affirmer d'une certaine manière. Donc effectivement, deuxième point, établir des limites claires, saines pour eux, s'affirmer, maintenir leur intégrité personnelle. Et donc dernier point, développer la conscience de soi eux aussi, cultiver une plus grande conscience d'authenticité, trouver un plus grand accomplissement dans leur vie. Comme je dis, ils peuvent être aussi un petit peu plus paresseux, donc voilà, ça peut aussi les aider de développer une meilleure conscience de soi et d'avoir un but. En conclusion, donc les 9 apportent une grande compassion, une tolérance et un désir profond de paix intérieure. Malgré les défis liés à l'évitement ou à la complaisance, comme on disait, leur capacité à créer des environnements harmonieux et leur sens de la connexion les rendent des êtres chaleureux, bienveillants pour ceux qui les entourent. Donc merci les 9 d'être là pour nous apporter paix et nous aider aussi. Donc on passe maintenant sur le type 1, donc les individus du type 1 qui sont appelés les perfectionnistes. Ils sont principalement motivés par un désir ardent de faire les choses de la manière la plus correcte et la plus juste qu'ils soient. Ils sont guidés par un sens aigu du devoir et de la responsabilité. Ils cherchent à instaurer l'ordre et à corriger ce qu'ils perçoivent comme des erreurs ou des injustices. Leur peur principale est celle de faire des erreurs ou d'être imprécis, ce qui les pousse à rechercher constamment la perfection dans tout ce qu'ils font. Voilà, il faut être juste, droit. Lorsqu'ils sont en stress, les perfectionnistes donc peuvent partir vers le type 4. Donc ils deviennent excessivement autocritiques, très perfectionnistes à l'excès et peuvent se replier sur eux-mêmes. Ils évitent les interactions sociales par peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont une recherche obsessionnelle de perfection. Ça les rend anxieux, insatisfaits, car rien ne semble jamais être assez bon pour eux. Donc voilà, lorsqu'on est sous stress en tant que type 1. Lorsqu'on est en sécurité, on va aller plus vers le type 7. Et dans ce cas-là, on a un état qui devient plus indulgent envers eux-mêmes. Ils apprennent à lâcher prise sur le besoin constant de contrôle. Ils peuvent trouver le moyen de s'amuser, de profiter de la vie, tout en continuant de travailler vers leur objectif avec un sens renouvelé de flexibilité et d'ouverture d'esprit. En sécurité, ils peuvent s'autoriser à jouir un petit peu de la vie. Les 1, elles en 2, donc sont plus enclins à se soucier des autres et à rechercher l'approbation. Ils peuvent mettre l'accent sur l'aide aux autres tout en poursuivant leur propre quête de perfection, ce qui les rend parfois plus sociables et attentifs aux besoins des autres. Enfin, 1, elles en 9, eux sont plus enclins à rechercher la paix intérieure et l'harmonie. Ils peuvent être plus calmes et réfléchis, ils cherchent à éviter les conflits tout en maintenant leurs normes élevées, leur désir de perfection. Tout cela peut être tempéré par un désir de tranquillité et de stabilité. Donc voilà pour les 1, L en 9. Les types 1 ont plusieurs traits positifs qui sont d'abord le sens du discernement. Ça leur donne cette capacité d'améliorer les choses dans
toutes les situations. Ils ont une vision très éthique, une clairvoyance sur ce qui est juste et faux, et un engagement envers les principes éthiques assez élevé. Et aussi, ils ont un engagement social. C'est des champions du changement positif, sont des leaders aussi efficaces et respectés dans leur communauté parce qu'ils sont justes. Les défis qu'ils ont à relever, c'est d'abord, ils sont assez critiques, que ce soit envers soi ou envers les autres. Donc, ils ont une tendance vraiment à critiquer beaucoup de choses. Ils ont une difficulté à accepter l'imperfection. Et ils ont du coup cette petite côté un peu rigide. Ils ont cette frustration et insatisfaction lorsque les choses ne vont pas comme prévu et donc ils peuvent être vus un peu comme rigides. Donc leur croissance personnelle proposée par l'énéagramme, c'est de cultiver la compassion, d'apprendre à être compatissant envers les autres, de savoir lâcher prise, de ne pas être toujours à vouloir la perfection, mais à accepter du coup ce qui se passe et donc être flexible, savoir lâcher prise, être flexible et cultiver la compassion pour aller petit à petit vers donc le type 7 et jouir un petit peu plus des choses tout autour et d'enlever un peu cette rigidité intérieure. Donc en conclusion, le type 1 apporte vraiment une grande attention aux détails, une forte éthique du travail et un engagement profond envers l'amélioration personnelle et sociale. Malgré les défis, donc, comme je disais, de critique, de rigidité, leur intégrité et leur détermination les rendent des forces puissantes pour le changement positif dans le monde et on en a besoin pour améliorer le monde et avoir des personnes qui, ok, vont être peut-être critiques, rigides, perfectionnistes, mais qui vont être là pour dire on lâche pas, je veux un monde meilleur et je vais faire en sorte qu'il arrive, quoi. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi donc cette présentation sur l'énéagramme. J'espère que vous avez pu, avec ces différentes présentations, trouver le type qui vous parle le plus. Après, n'hésitez pas, il y a aussi des tests qui sont en ligne. Il y a aussi beaucoup de livres qui sont proposés autour de l'énéagramme. Ça peut vraiment, voyez-le comme un outil pour vous aider à vous donner des pistes de croissance personnelle pour, bien sûr, toujours oser réaliser votre œuvre. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.